Bon, ben merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être ici. Comme vous avez entendu, j'ai passé 5 ans au Québec. J'ai commencé l'ouvrage en posant la question comment en sommes-nous arrivés là? Donc, il y a une loi en Suède en 1972, la première au monde, qui permettait le changement de sexe juridique par sympathie pour ce qu'on appelait les transsexuels. Et en 2017, il y a un document de la société civile, les principes de Yogyakarta, qui revendique la suppression de la mention de sexe sur l'acte de naissance. Donc, il n'y aurait plus de sexe juridique à changer. Et donc, j'appelle ce qu'on voit là un abus de sympathie et une escalade de revendications. Et j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi est-ce on est parti sur ce parcours-là? Je suis retourné au début. Et donc, et comment ça s'est passé? Bon, il y a le succès académique, la théorie du genre. Et bon, le genre, c'est un mot en anglais que j'ai cessé d'utiliser en 1996 parce que c'est tellement ambigu. Donc, si on veut parler de quelque chose de social, il faut le préciser. Si on parle du sexe biologique, il faut le dire. Mais le genre, en anglais, souvent, c'est un synonyme pour le sexe. Parce que en anglais, il y a le problème que le sexe veut dire aussi l'activité, les rapports sexuels. Donc, pour éviter ce sens-là, les gens disent genre, mais c'est la même chose. Et donc, mais nous avons Judith Butler, on peut remercier pour avoir fait la promotion de cette idée. Et donc, là, on arrive un peu à la liberté d'expression. La comparaison que j'ai faite dans le chapitre 1, c'est entre la phrase « Jésus est le Fils de Dieu ». Donc, dans une société démocratique, tout le monde sait que tu peux penser que c'est vrai, que c'est pas vrai, ou que tu n'as pas d'opinion là-dessus. Et ça va. Et j'ai comparé ça avec les femmes trans sont des femmes. Et aujourd'hui, dans beaucoup de pays, ça, c'est un blasphème politique si tu n'es pas d'accord. Et donc, suivant. OK. Non, ça, c'est comme ça. Donc, je ne sais pas si on fait les liens avec les vidéos, je pense que ça va causer des problèmes. Vous avez tout le monde là, le document envoyé. Peut-être qu'il faudrait mieux ne pas toucher au lien. Ouais. Donc, je voulais juste attirer votre attention sur je ne la connaissais pas du tout, cette affaire. Ben, j'ai acheté le livre de Transmania de Dora Mutu, mais l'autre jour, j'ai appris qu'elle avait été condamnée pour injure publique. Et ça donne un clip du programme en 2022 où elle a donné son opinion honnête qui a choqué tout le monde. Elle ne pensait pas qu'une personne née homme est devenue femme. Mais ce n'était pas ça le fondement de la condamnation, c'était cette phrase ici. Et donc, elle parlait des prisons, et elle dit, on se retrouve, je suis obligé de le dire, avec certains hommes qui violent leur co-détenu. Je ne dis pas que toutes les personnes trans font ça, loin de là, mais on est obligé de se méfier des personnes à pénis en tant que femmes. Et pour ça, condamnée à une amende de 1 000 €, plus elle doit compenser trois ONG pour leur préjudice moral. Donc, ça monte à plus de 4 000 €. Donc, elle fait appel et j'espère que elles vont renverser la condamnation dans les tribunaux français. Sinon, j'espère qu'elle va aller à la Cour européenne des droits de l'homme.
Je vais lui écrire et dire que si l'affaire arrive là, moi je peux essayer de la soutenir. Il y a ce qui s'appelle une tierce intervention. Et bon, mais ça c'est juste un bon exemple de ce qui se passe aux femmes qui, qui parlent de la réalité biologique. Et notre cas fameux en Angleterre, c'est le cas de Maya Forstater, qui a dit à peu près la même chose sur Twitter, a perdu son emploi, mais enfin a gagné devant les tribunaux. Donc j'ai un autre aspect à noter, c'est le succès du mouvement LGB jusqu'à 2015. Donc en 2015, tu as le mariage pour les couples de même sexe aux États-Unis. 2013 en France et en Angleterre. 2005 au Canada. Donc, il y avait un vide politique. Et les gens cherchaient, disons les progressistes, cherchaient la nouvelle cause, le nouveau groupe le plus discriminé au monde. Et c'est devenu les personnes transgenres. Mais les gens n'ont pas posé la question, est-ce que les revendications sont les mêmes? Et les personnes LGBT demandaient toujours les droits égaux. Ils disaient, le mariage existe, on est exclu, on veut entrer. Tout simplement. Il y avait eu un débat dans la communauté, mais réellement, aucun groupe a cherché à abolir le mariage pour tous. On voulait entrer. Mais dans le cas des les revendications transgenres qui causent les conflits, les tensions, ce n'est pas des demandes de droits égaux, c'est des demandes d'exception. Donc, de dire, bon, moi je me sens femme, donc je suis femme, enfin, il faut me reconnaître comme femme et me laisser entrer dans tous les espaces pour femmes. Ça, ce n'est pas l'égalité, c'est un état d'exception. Et surtout, j'ai comparé ça à une frontière une frontière juridique entre hommes et femmes. Et on demande l'autodétermination. Bon, appliquer ça à une frontière internationale. Donc, moi, j'arrive à l'aéroport, je me sens canadien. Ah, bienvenue, passez. Et vous pouvez penser d'autres exemples comme ça. Je me sens comme parent adoptif. Donc, pas de procès, pas de question. Je me sens handicapé. Donc, je mérite une sécurité sociale. Il n'y a presque aucune situation où on ne pose pas de questions, sauf celle-ci. Donc, là, vous voyez un peu mon parcours. Donc, je dois dire que aux années 90, j'avais des doutes. Quand la coalition LGBT commençait à se former, je me disais, qu'est-ce qu'on a en commun? Je ne voyais pas ce qu'on avait en commun. Ça s'est formé et j'ai essayé de suivre ça. Et ce qu'on te dit, c'est les transgenres savent ce dont ils ont besoin, ce qui est juste, et donc tout ce qu'ils demandent, c'est juste. Et moi, je ne posais pas de questions pendant des années. Et mon moment de déclarage, ça a été en 2018, aux Pays-Bas, dans une école d'été. J'expliquais la loi au Royaume-Uni. Donc, au début, tu ne pouvais pas changer ton sexe juridique. Après, tu pouvais le changer, mais si tu étais marié, il fallait te divorcer. Parce qu'autrement, ça aurait créé un mariage de même sexe qui n'existait pas. Et depuis 2014, tu peux changer ton sexe juridique et rester marié avec le consentement de ton époux. Donc, j'essaie d'expliquer cette règle. Ouais, alors, l'époux n'a pas consenti à un mariage de même sexe. Donc, si une femme se marie avec un homme et l'homme se dit, bon, je veux être femme, il faut le consentement de la femme. Et il y avait un étudiant transgenre dans la salle qui n'acceptait pas ça. Qu'est-ce que vous comparez un droit fondamental à un simple contrat, et j'ai dit, bon, dans la Convention européenne, il y a plusieurs endroits où le texte dit qu'on peut limiter un droit humain pour protéger les droits d'autrui. Et donc ça, c'est le grand concept de mon ouvrage, les droits d'autrui, des femmes. Et cette personne transgenre
n'acceptait pas ça. Et enfin, j'étais frustré et j'ai dit, les droits trans ne le remportent pas sur toutes les autres questions. Et cette personne s'est fâchée et a quitté la salle. Et à ce moment-là, je me suis dit, il ne comprend vraiment pas que les autres personnes ont des droits aussi. Et donc, en tout cas, et puis en 2020, moi j'avais participé au principe de Yogyakarta, la première version, on l'a publiée en 2007. Et en général, sont bons les principes, mais sur la question transgenre, tout ce que ça disait, qu'on ne pouvait pas exiger un traitement médical. Mais à part ça, il y avait le silence. Qu'est-ce qu'on pourrait exiger? C'était le silence. Mais en 2017, la deuxième édition dit qu'on ne peut rien exiger. Que, pas de diagnostic, pas de période d'attente, rien. L'autre disait que tous les pays du monde doivent adopter l'autodétermination. Et, mais en plus, il faut supprimer la mention de sexe. Et aucun pays au monde, à ma connaissance, a fait ça. Et eux, ils disaient dans ce document que c'était une obligation en droit international des droits humains, que tous les gouvernements doivent faire ça. Quand j'ai lu ça, ça c'est fou, vous exagérez. Donc, autre moment de éclairage. OK. On ne va pas dans le bon sens. OK, chapitre 2, ouais. Donc, les droits humains, les deux groupes entrent souvent en conflit. Donc, je me suis rendu compte que ma spécialisation en droit des droits humains, c'est les conflits. Et j'ai commencé avec les personnes LGBT et les chrétiens. J'ai donné une conférence là-dessus en 2002 à l'Université de Toronto. Et il y a des litiges là-dessus qui continuent. Est-ce que les vendeurs de gâteaux de mariage doivent le vendre à un couple de même sexe, etc. Et ensuite, j'ai commencé à travailler sur Israël-Palestine, autre conflit de droit. Et plus tard, je suis arrivé à les femmes contre les transgenres. Et pour moi, ce n'est pas surprenant parce que ça arrive tout le temps qu'il y a un conflit de droit. Donc, je donne plusieurs exemples dans ce chapitre, mais par exemple, la garde de l'enfant après un divorce. Donc, en Europe, chaque parent dirait « il faut respecter ma vie familiale ». Oui, mais vous avez tous les deux une vie familiale. Et il faut décider qu'est-ce qui est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Oui. Et ça arrive dans la question transgenre. Alors, dans cette convention européenne, il y a un texte qui n'existe pas dans la Charte canadienne, mais on a droit au respect de sa vie privée. Donc ça, c'est la fondation des droits des transgenres sous la Convention européenne. Mais les femmes aussi ont un droit à la vie privée. Par exemple, dans les douches, dans les espaces réservés aux femmes. Donc j'ai écrit qu'il y avait un conflit de vie privée. Et donc, au début de ce chapitre, j'ai mis des slogans. Les droits trans sont des droits humains. Les droits des femmes sont des droits humains. Bon, oui, c'est vrai, mais ça n'avance pas le débat parce qu'il faut régler, faire le ballon et équilibrer, et ça dépend du contexte. Donc, les gens pensent qu'ils ont gagné s'ils crient « les droits trans sont des droits humains ». Et ça répond à toutes les questions. C'est plus compliqué que ça. Alors, on passe au prochain. Ah oui, à la fin, j'ai dit que le traitement médical, c'est différent. Ce n'est pas le conflit entre adultes transgenres et femmes adultes, etc. C'est entre deux conceptions de ce qui est dans l'intérêt de l'enfant.
Donc, d'un côté, on dit il faut donner à l'enfant ce que l'enfant veut maintenant. Et l'autre côté dit non, il faut préserver la liberté de l'enfant de changer d'idée à 18 ans et éviter les modifications du corps avec des effets permanents. Bon, vous connaissez oui. Je vais juste vous traduire le slogan à McGill il y a 3 ans. Le rythme va mieux en anglais. C'était Fuck your system, fuck your hate. Trans rights aren't up for debate. Alors ça, c'est des étudiants de droit en majorité qui disent que là, on a une question où il n'y a pas de débat, on ne peut pas poser de question. C'était honteux, ridicule. Bon, donc le troisième chapitre, c'est sur la liberté d'expression. Et c'est bien établi en Europe, au Canada, aux États-Unis, que les idées protégées sont les idées qui choquent, qui blessent les sentiments des autres. Parce que les idées bien acceptées n'ont pas besoin de protection. Si je dis que les mères sont, M-E-R-E, sont les meilleures personnes au monde et il faut aimer sa mère, ce n'est pas une controverse. C'est quand tu proposes une idée que d'autres n'acceptent pas. C'est là où il faut accepter que les gens peuvent exprimer des opinions que toi tu rejettes. Mais c'est ce que les étudiants ne comprenaient pas. Et c'est peut-être une caractéristique de la génération qui a l'idée que il y a un ouvrage qui s'appelle The Coddling of the American Mind, où on parle de l'idée que la vie est une guerre entre le bien et le mal. Donc, si tu considères le mal, donc il faut te taire. Tu ne peux pas exprimer parce que tu vas mettre les gens en péril. Les étudiants à McGill, ils ont dit que si mon séminaire était permis, ça allait inciter un génocide mondial des personnes transgenres. C'est vraiment... On passe au prochain. Alors, j'ai mis tout un chapitre à 4 sur le terrain d'entente. Donc, si tu fais 2 cercles, on est d'accord sur presque tous. On parle d'un petit nombre de situations. Donc, génocide, qui est-ce qui prône l'extermination des personnes transgenres ou la violence? Personne de raisonnable. Ce n'est pas en question. Exclusion de tous les emplois, etc., des services. Non, 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 non. Quand le sexe de naissance n'est pas pertinent, il y a un droit à l'égalité à 100%. Donc, j'ai fait tout ce rappel pour mettre en contexte les questions sensibles. Donc, c'est et ça, on n'entend pas ça dans le débat du tout. OK. Chapitre 5. On avance. Il n'y a que 9 chapitres. Donc. OK. Changer son sexe légal. C'est là où j'ai commencé avec la page blanche. Je suis retourné en 1972 et j'ai pensé qu'il y avait un chemin à fourche. On était dans la forêt, il y avait 2 pistes à suivre. Une piste, c'était dire oui, vous avez passé une chirurgie, vous identifiez comme femme et tout ça, vous avez des problèmes dans la société, on va changer vos documents. Et on va mettre F. Vous êtes maintenant une femme juridique. Et l'autre possibilité, c'était de dire non, on ne peut pas faire ça, c'est faux, biologiquement faux, mais on va vous protéger de toutes les réactions négatives dans la société.
de violence, harcèlement, discrimination, etc. Parce que c'est vrai que si on voit un M et tu portes une robe et le rouge à lèvres et tout ça, surtout aux années 70, il y aura un rejet dans la société. Et j'ai décidé que la Suède a choisi la mauvaise piste. Parce que, et je vais demander pourquoi, à l'époque, le droit contre le harcèlement et les discriminations étaient très peu développés. Ben, si vous pensez à la charte québécoise, je pense que ça date de 1976, si j'ai la bonne année. Et donc, en Angleterre, en Royaume-Uni, en 1972, on pouvait discriminer contre les femmes dans tous les domaines. Il n'y avait aucune protection avant 1975. Donc, je pense qu'une erreur s'est faite à ce moment-là et tous les autres pays européens ont suivi. Et donc, la Cour européenne opère un système de consensus européen qui fonctionne très bien normalement. S'il y a une égalité pour les personnes LGBT dans la majorité des pays, ils vont dire oui, maintenant c'est une obligation pour tous. Mais des fois, ça fonctionne, ça arrive dans les ordinateurs. Si vous mettez des données fausses au début, ils vont sortir avec des mauvais résultats à la fin. Donc, le Royaume-Uni résistait. On disait, on ne peut pas changer l'acte de naissance. C'est un document historique. Mais on a résisté. Il y a eu 4 affaires à la Cour européenne. Finalement, on a perdu en 2002. L'affaire Christine Goodwin contre le Royaume-Uni. Et la Cour a dit que vous devez changer le sexe juridique d'une personne opérée. Donc, le texte de l'arrêt dit une personne transsexuelle après la chirurgie. C'est tout ce qu'il fallait faire, mais les organisations pour les transgenres disaient en majorité, on ne veut pas de chirurgie. Et donc, le gouvernement dit, vous ne voulez pas de traitement médical? Oh bon, ça va. Et donc, je pense que c'est le premier pays au monde à supprimer l'exigence de traitement médical. Et tout ce qui restait comme sauvegarde, c'était le diagnostic de dysphorie de genre et la période d'attente, 2 ans avant le changement de sexe juridique. Et donc, après, en 2012, on a la loi en Argentine. Je pense la première au monde avec l'autodétermination. Tu remplis le formulaire et hier tu étais homme, aujourd'hui tu es femme. Comme ça. Aucune condition. Et ça s'est répandu maintenant. Ça existe au Québec et ça m'a surpris tellement quand j'ai appris que ça existe en Alberta. Pas toujours la province la plus avancée en droits humains. Et donc, cela explique la situation différente au Royaume-Uni. Parce que l'Irlande a adopté cette autodétermination en 2015, sans consultation publique. Ils ont fait ça à la cachette dans le Parlement, aucun débat public. Et en 2018, on a proposé la même chose. Le Premier ministre voulait le proposer, Theresa May, mais normalement, quand il y a une nouvelle loi, il y a une consultation publique. Ils ont fait ça et les femmes se sont organisées. Et il y a eu une forte résistance contre cette proposition. Et ça n'a jamais été adopté. Le Parlement de l'Écosse l'a adopté en 2022 et le gouvernement britannique a bloqué cette loi pour éviter un conflit avec le droit en Angleterre. Donc, maintenant, il n'y a pas d'autodétermination au Royaume-Uni et ni le Parti conservateur, ni le Parti de gauche, plutôt de gauche, travailliste, les deux le rejettent. Donc, peut-être qu'on pourrait arriver à cette situation au Canada un jour, mais pas encore. Donc, alors, auto-identification et
enfin le retrait de la mention du sexe. Donc, le Royaume-Uni, maintenant, notre loi est congelée, je dirais, parce que personne, les gouvernements, les partis politiques ne veulent pas la modifier, faire ça plus facile, le changement de sexe juridique, mais ils ne veulent pas non plus l'abolir. Moi, ma préférence serait l'abolir. Mais maintenant, on a toutes sortes de lois au monde. Il y a des pays où tu ne peux pas changer de sexe, même 17 États aux États-Unis. Il y a d'autres endroits, États, provinces, pays, où c'est facile, tu remplis le formulaire. Mais je me suis rendu compte que, quelle que soit la situation juridique, il y a toujours la question des exceptions. Donc, même si tu remplis le formulaire au Québec, là, tu es juridiquement une femme, est-ce que ça vaut dans toutes les situations? Et les chapitres suivants, le chapitre 6, on parle au chapitre 6, parle des exceptions. Et les exceptions valent pour le Québec. Donc, pour illustrer, donc, les personnes qui disent, oui, une femme trans est une femme, et dans toutes les situations, les prisons, les sports, tout ça, moi, je leur propose d'imaginer cette situation. OK? Pour la théorie du genre, pour le mouvement pour les personnes transgenres, moi, je peux être une femme demain, avec une barbe et un pénis. Pas de problème. Ce qui compte, c'est les sentiments intérieurs. Donc, moi, je peux demander le droit d'aller dans une douche commune pour femmes. Et il y a peut-être 7 ans à Londres, j'en discutais avec une amie très libérale, une femme, et elle a comparé cette situation à la situation où une femme noire arrive dans une douche avec des femmes blanches. Et je lui ai dit, non, c'est pas du tout la même chose. La Cour suprême des États-Unis a interdit la ségrégation raciale dans les écoles en 1954. Personne n'a dit le lendemain, ah oui, il faut faire la même chose aux toilettes, il faut éliminer la ségrégation des femmes. Et la raison, la ségrégation raciale, c'était pour montrer l'infériorité des personnes d'origine africaine. Et la séparation des femmes, c'est pour la protection des femmes. C'est pas du tout la même chose. Et donc, il y a une vidéo là que je vous conseille de voir à Los Angeles, vous avez peut-être vu. Ça donne la réaction d'une femme quand elle a vu un pénis dans la section pour femmes dans un spa. Donc, pour ceux qui... oui, mon amie, elle a dit que, est-ce que c'est seulement un sentiment de... comment dit-on le contraire de confort, c'est... Inconfort? Oui, c'est juste un sentiment d'inconfort. Non, pas du tout. Et donc, il faut l'imaginer. Est-ce que il faut dire aux personnes politiques, est-ce que vous proposez ça? Et il y a une affaire à l'État de Washington qui concerne un spa coréen où on offre un massage nu pour les femmes et les filles. Et il y avait un client transgenre qui s'est présenté et a demandé le droit d'avoir le massage avec les femmes et a gagné une affaire de discrimination devant le tribunal à Washington. Maintenant, c'est dans les tribunaux fédéraux et la question, c'est une exception pour les croyances religieuses chrétiennes du propriétaire. Mais cette affaire pourrait monter à la Cour suprême. Donc, passons... OK. Donc, oui, il y a dans ce chapitre, j'ai parlé d'espace réservé aux femmes qu'il faut protéger, et aussi de catégories, l'action positive
et les sports. Parce que si on y pense, une catégorie pour les femmes dans les sports, c'est une forme d'action positive. Parce que si la catégorie n'existait pas, il n'y aurait que d'hommes en finale. Une étude a montré qu'aux 100 mètres sur la piste, il y avait 10 000 hommes avec un temps plus rapide que la femme qui a gagné la médaille d'or. Donc, il faut absolument une catégorie séparée. Alors, l'affaire For Women Scotland pour les femmes écosses, qui est arrivée à la Cour suprême, la Cour a rendu son arrêt en avril 2025. Ça concernait l'action positive. Parce qu'en Écosse, le gouvernement disait que si tu avais changé ton sexe juridiquement, tu comptais comme femme. Quand on essayait d'avoir 50% de femmes sur le conseil d'administration des agences publiques. Et For Women Scotland s'est opposé à ça. L'affaire est montée en Cour suprême. Et j'ai vu, j'ai pas regardé toute l'audience, mais j'ai vu un peu du vidéo. Et une femme, un des juges qui est femme, a posé la question. Alors, une personne peut faire la transition homme vers femme à 50 ans, ayant vécu 50 ans comme homme, et cette personne va représenter les femmes sur le conseil d'administration. Et quand j'ai vu ça, oui, elle a bien compris. Et donc, la Cour a décidé que le sexe dans cette loi veut dire sexe biologique et femme veut dire femme biologique. Et donc, ça a été une grande victoire. Et je me suis rendu compte que ce qui se passe dans ce domaine, c'est que les gens demandent le changement de sexe pour les situations dans lesquelles ton sexe n'importe pas. Et pour les situations dans lesquelles ton sexe importe, le certificat ne vaut pas. C'est ça la situation au Royaume-Uni. Alors, à quoi sert le certificat? Ça donne une satisfaction psychologique. L'État m'a reconnu comme femme, mais quand c'est important, quand il faut savoir ton sexe de naissance, la Cour suprême a dit ton certificat ne compte pas. Donc, donc je pense que c'est ça qu'il faut insister sur les exceptions. Peut-être que c'est trop difficile de changer la règle générale que tu remplis un formulaire et là tu es femme juridique, mais il faut insister que ça ne s'applique pas aux espaces réservés aux femmes, au sport, etc. Et j'ai été en contact avec, pour les droits des femmes, Alberta. Il y a un nouveau groupe qui se forme, Krista Ellington à Calgary. Et je lui ai dit qu'un problème au Canada, c'est les lois ne sont pas très précises. En Royaume-Uni, il y a beaucoup d'exceptions détaillées. Les sports, les espaces les services pour un sexe, tout ça. C'est assez détaillé. Et en général, au Canada, c'est très vague. On dit, on peut faire une exception dans certaines circonstances si c'est raisonnable. Comme ça. Donc, je lui ai dit qu'il faudrait une campagne politique pour préciser, avoir des exceptions, des lois claires qui protègent les droits des femmes. Bon, à la fin, oui, dans les sports, je disais à quelques femmes avant l'événement que là, c'est gagné au niveau international. Les Jeux olympiques, les grandes fédérations d'athlétisme, de natation, tout ça. Si tu es né homme, tu ne peux pas participer dans la catégorie féminine. Mais la bataille reste au niveau national, les pays qui n'acceptent pas ça, et dans la communauté LGBT. Parce que là, les catégories sont s'identifier comme homme, s'identifier comme femme et non-binaire. Et là, prochaine page, je vous donne un exemple.
Ça, c'est Ludivine Levaux, un doctorant transgenre à Lyon. Et vous voyez les résultats, 5 médailles d'or. Et donc, surtout moi, j'ai vu le 800 mètres. Cette personne a gagné par 100 mètres. Ouais. Et ce qui passe dans la communauté sportive lesbienne, où on accepte cette inclusion injuste, où on a peur de se plaindre. Et donc, ça... Et même les Gay Games qui vont avoir lieu à Valencia, en Espagne, le 27 juin, ça commence, les organisateurs ont critiqué les Jeux Olympiques pour leur politique. Ils ont dit non, nous sommes inclusifs. Nos règles sont meilleures. Et la troisième partie de ce chapitre, c'est les capacités donc, uniques des femmes, donc d'accoucher. Et là, on peut passer à la prochaine. On a eu des affaires en Europe, au Royaume-Uni et en Allemagne. Une personne transgenre, née femme, s'identifie comme homme, donne naissance à un enfant et veut être inscrit à l'acte de naissance comme le père. Et l'inverse. Quand quelqu'un a contribué le sperme et voudrait l'inscription comme mère. Et heureusement, ils l'ont rejeté en Angleterre et aussi au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, un peu de sens commun de la biologie commence à régir. Prochaine. Là, on arrive à le traitement des mineurs. Et comme j'ai dit, la question, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. Est-ce qu'on donne à l'enfant ce que l'enfant veut maintenant, sans pouvoir apprécier les conséquences? Et la première fois que je suis intervenu sur ce thème, mon titre, c'était « Protéger la possibilité pour l'enfant avec dysphorie de genre de changer d'idée ». Certains pourraient l'appeler les choix futurs, protéger les choix futurs. Il y a un groupe qui fait campagne contre la circoncision masculine qui a adopté ce nom, les choix futurs. Donc, j'ai rédigé un texte pour faire dans la Cour suprême des États-Unis de l'État de Tennessee. Enfin, ça n'a pas été soumis, mais j'ai fait une comparaison avec le cancer. Donc, si un enfant a le cancer, on peut le diagnostiquer et on dit cet enfant a besoin de traitement maintenant, c'est urgent. Mais avec l'enfant avec dysphorie de genre, où est le diagnostic? Il n'y a aucune analyse, rien d'objectif. C'est l'enfant qui dit ses sentiments, sa détresse mentale, qui pourrait être temporaire. Et les études, avant l'arrivée du traitement affirmatif, montraient que la grande majorité changeait d'idée. Et donc, c'est ça qu'il faut préserver. Et oui, il y a une détresse mentale, il y a des détresses mentales pour toutes sortes de choses, et on offre un appui psychologique. Mais on ne change pas le corps pour une détresse mentale qui pourrait être temporaire. Si l'adulte veut le faire, ça c'est autre chose. Donc, et même, j'ai une petite section sur le bénéfice pour les enfants véritablement transgenres. Il y a l'idée qu'on peut identifier correctement ces enfants. Mais même ces enfants bénéficient d'attendre. Parce que pour avoir le plaisir sexuel comme adulte, il faut passer par la puberté complètement. Ils disent que ceux qui prennent les bloqueurs de puberté ne peuvent pas avoir d'orgasme comme adultes. Et il y a la fertilité. Donc, si on compare, un ami en Californie m'a demandé, est-ce que c'est comme l'avortement? C'est une affaire entre femme et son médecin.
Et j'ai dit, ben, l'avortement n'est pas permanent. Ça ne veut pas dire que la femme ne peut pas avoir un enfant à l'avenir. J'ai dit, une meilleure comparaison, c'est avec la stérilisation. Et donc, ben, tous les pays d'Europe, l'âge minimum, c'est 18 ans. Et en Finlande, c'est 30 ans et après avoir eu 2 enfants ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vu comme une affaire grave à éliminer sa capacité reproductive, sauf dans le cas des adolescents transgenres. Là, ils savent très bien à 13-15 ans qu'ils ne voudront jamais avoir d'enfants. Donc, alors, donc, le problème s'est réglé au Royaume-Uni après la revue Cass. Le Service national de santé n'offre plus de bloqueurs de puberté et même plus d'hormones en bas de 18 ans. Et ils n'ont jamais offert de chirurgie. Mais ça, c'est un système de santé très centralisé. Aux États-Unis, ça ne fonctionne pas parce qu'ils ont tellement de services privés. Donc, ils ont adopté des lois dans 26 États et on espère que ces lois vont se répandre. Et maintenant, il y a une loi en Alberta. Et donc, pour moi, ça serait une bonne campagne au Québec à abolir ce traitement. Que ce soit clair que les médecins ne peuvent pas l'offrir. Et il y a la Res Committee de la Cour suprême des États-Unis. Et l'Alberta, il y a eu une litige concernant leur loi et le groupe transgenre a gagné en première instance. Et donc, le gouvernement de l'Alberta a invoqué l'article 33. Et moi, comme prof des droits des humains, l'article 33 me rend mal à l'aise des fois. Mais je dois avouer que dans cette situation, je n'avais pas confiance dans les tribunaux canadiens, surtout la Cour suprême. Un des juges qui a étudié avec moi à McGill a parlé d'une personne avec un vagin dans une affaire concernant le droit pénal. Et donc, le gouvernement de l'Alberta a décidé non, on ne va pas prendre le risque, on va invoquer l'article 33 pour protéger la loi. Suivant. Oui, et pourquoi les droits des personnes transgenres ne sont pas comme ceux des LGBT? Et je parle d'un détournement du mouvement, surtout depuis 2015. Et maintenant, tu peux pas... tu dois... C'est une croyance, c'est vraiment... en chapitre 1, j'ai dit c'est un credo. Comme dans l'Église catholique, moi je crois dans le genre et les femmes trans sont des femmes. Et on le répète devant tous les réunions. Et si tu n'y crois pas, tu es expulsé. On m'a expulsé de l'ILGA Europe il y a 5 ans. Et j'étais invité à Séoul, en Corée du Sud, pour parler du mariage pour les couples de même sexe. Quelqu'un leur a dit que j'étais le diable, et donc plus d'invitation. Et dans ce chapitre, je compare à une coalition erronée des années 70 à 94. Il y avait une coalition LGBT pédophile, imaginez-vous, à l'époque. Moi, je suis allé au congrès mondial de l'ILGA à Stockholm en 1990 et je suis allé à l'atelier sur la pédophilie. Et je ne croyais pas ce que j'entendais et je me disais que si le monde extérieur savait ce qui se passe ici, ça va être un grand scandale. Et ça s'est éclaté en 1994. Et là, ils ont expulsé tous les groupes pédophiles de l'ILGA, mais ça a causé beaucoup de préjudice à l'organisation. Qu'est-ce qui s'est passé? Les pédophiles demandaient aucun âge de consentement. Dans cet atelier, j'ai demandé à un pédophile, alors quel âge de consentement est-ce que vous pourriez accepter? 12, 10, 8? Pas de réponse. Et donc, ça, c'était leur revendication. Et la revendication du mouvement LGBT, c'était un droit égal.
ce qui est une chose bien différente. Si c'est 18 pour tous, 18. 16 pour tous, 16. 14 pour tous, 14. Et donc, pourquoi ces groupes pensaient qu'ils étaient d'accord? Et on trouve la même chose aujourd'hui avec la LGBT. Ce n'était pas prévisible, je dois dire, parce que la coalition s'est formée en fin des années 90. Et les traitements médicaux affirmatifs se sont répandus plus tard. Mais ils sont arrivés aux États-Unis en 2007, je crois, en Angleterre en 2014. Et maintenant, le conflit qu'on voit, c'est que beaucoup d'adultes LGBT disent laissez ces enfants et adolescents comme ils sont pour grandir et ils seront des adultes contents LGBT. Et le mouvement transgenre dit non. Ce garçon, il aime porter des jupes, donc il y a une fille intérieure et il faut des bloqueurs de puberté. Donc ça, c'est un grand conflit entre le LGBT et le T. Mais si tu es dans une organisation LGBT, tu ne peux pas le dire. Tu dois soutenir le traitement affirmatif. Pas de débat. OK, prochain. Et il y a une vidéo sur le LGBT international qui s'est lancée en septembre. Donc, je parle d'un nouvel espace politique qui n'existe pas. Il y a un espace progressiste qui est pro-LGBT, 100%, et il y a un espace conservateur anti-LGBT, à 100%, dont le Vatican. Et il n'y a rien au milieu, où tu peux dire, oui, je suis en faveur des droits LGBT, et la majorité des revendications des personnes transgenres, mais il y a des exceptions. Et si vous voulez voir un exemple de cette polarisation, il y a le nouvel ouvrage de Judith Butler qui s'appelle Who's Afraid of Gender? Et elle divise le monde en deux groupes, le genre et le anti-genre. Donc, les anges et le diable. Et où... Comment? Ça, c'est binaire. Ouais. Le sexe, c'est pas binaire, mais ça, c'est binaire. C'est binaire, oui, ceux qui rejettent la binarité, sauf ici. Et donc, elle dit que si tu es de mon côté, tu t'opposes au racisme, tu soutiens les droits des femmes, à l'avortement et tout ça. Si tu es de l'autre côté, tu es raciste et il y a toute une liste de choses que tu es. Tu es contre l'avortement. Et binaire, moi j'ai dit non, c'est ridicule. Chaque individu peut choisir sa position politique sur toutes ces questions différentes, mais elle les met tous ensemble. OK, prochain. Bon, conclusion. Les demandes transgenres, ce que j'appelle déraisonnables. Et quelqu'un m'a dit une fois qu'ils sont allés trop loin quand ils ont attaqué les sports et les enfants. Et ça a provoqué la réaction politique. Le compromis que je propose pour les groupes transgenres, ça serait se rendre et ils ne seront pas contents de l'accepter, mais je pense que c'est raisonnable et ça pourrait éliminer les tensions. C'est d'abord mettre fin à cette demande de valider l'identité d'une personne. Si une personne transgenre, si cette personne sait qu'elle est femme à l'intérieur, très bien. Vous pouvez vivre avec ce sentiment, habillez-vous comme vous voulez, etc. Mais respectez le fait que d'autres personnes et beaucoup de femmes ne vont pas partager votre opinion. Et que votre sentiment ne vous donne pas le droit d'entrer dans les espaces réservés aux femmes. Et que ce n'est pas une discrimination. Je dirais, méfiez-vous du mot inclusion. C'est un mot sacré aujourd'hui, mais les lois, surtout la loi au Royaume-Uni sur l'égalité, a des centaines d'exceptions. Et moi, j'en parle un peu dans le chapitre 2. Une femme qui veut devenir prêtre dans l'Église catholique. C'est une discrimination claire fondée sur le sexe,
dans l'emploi, mais la loi dit non. Une organisation religieuse peut discriminer en raison du sexe. Et on doit l'accepter. Donc, c'est ça que je dirais à la communauté transgenre. Il y a des situations où vous n'avez pas le droit d'être inclus. Et ne criez pas exclusion. C'est une discrimination justifiée dans la loi. Et l'autre partie du compromis, c'est qu'il faut renforcer l'idée dans la société que si tu vois le document, tu sais le sexe juridique de la personne, ça ne veut rien dire sur l'apparence de la personne. Donc, on parle des documents et il faudrait un entraînement pour ceux qui vérifient l'identité. Si c'est M et vous voyez une robe et le rouge à lèvres et tout ça, peu importe. Regardez la photo. Si la photo est récente et ça correspond à la personne, fini l'interrogation. Et donc, un problème juridique qu'on a, qu'il n'y a pas de droit clair sur le droit de porter les vêtements associés à l'autre sexe. Toujours. Il n'y a pas d'arrêt des tribunaux. Il y en a un à Hong Kong. C'était sur les cheveux pour les personnes en prison. On disait qu'une femme pouvait garder des cheveux jusqu'ici. Un homme devait les faire couper court. Et un homme a gagné dans la cour d'appel finale à Hong Kong en 2020. Et la cour a cité mon article. Donc, j'étais très, très content. Enfin, et il y a cet ouvrage, The Myth of the Wrong Body. C'est écrit par une personne transgenre à Barcelone, née femme, s'identifie comme homme, et qui recommande à toutes les personnes transgenres de ne pas modifier leur corps. Il dit qu'il vaut mieux accepter son corps tel comme il est. Et ça m'a surpris parce que moi, je suis arrivé à la même conclusion d'un point de départ bien différent. Mais pour les personnes transgenres, le traitement médical a des effets secondaires. Et si on peut l'éviter, c'est meilleur, même pour l'adulte. Et si on acceptait mieux dans la société que tu peux avoir la belle robe, le rouge à lèvres, les boucles oreilles, les cheveux longs et la barbe, peut-être que il y aurait des gens qui disaient « Ah ben, j'ai pas besoin d'hormones, j'ai pas besoin de chirurgie. » Donc, ça c'est... l'idée c'est que si la société acceptait mieux la diversité d'apparence, peut-être que ça serait une conséquence. Et c'est la fin. Il n'y a pas une autre page. Ah oui, ok, ça c'est l'ouvrage. Et donc, à la fin, j'ai dit que je reviens à la différence entre le droit LGB et le droit des transgenres. La plus grande revendication pour les personnes LGB, c'est l'accès au mariage pour les couples de même sexe. Et moi, je ne vois aucune raison pourquoi cette revendication ne peut pas être acceptée au monde entier. Et je donne une liste de pays, Jamaïque, Venezuela, Iran, Inde, Chine, etc. Parce que c'est un droit à l'égalité et ça n'affecte pas la majorité du tout. Mais les revendications transgenres causent une forte résistance dans les pays riches, développés, qui respectent les droits humains, déjà. Et je dis que ça n'a pas fonctionné. Vous n'allez pas aller partout au monde avec ça. Il faut mieux repenser maintenant et limiter les revendications à des revendications raisonnables. C'était ça ma conclusion. Et dernière vidéo, c'est de l'élection, la campagne de Trump en 2024. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il a fait une pub sur la question transgenre qui a eu beaucoup de succès. Et donc, les progressistes qui disent les femmes trans sont des femmes absolument dans toutes les situations, je ne concède rien, donne un cadeau politique au Parti conservateur.
Et ça a aidé Trump en 2024. Si tu étais à la mythe, je vote pas, je sais pas. Et là, tu as les progressistes qui te disent, ouais, toi, tu es transphobe si tu n'acceptes pas les personnes transgenres dans les sports pour femmes et tout ça. Et donc, un exemple du changement politique graduel, c'est Gavin Newsom en Californie, le gouverneur qui voudrait être président en 2028. Il a dit que ce n'est pas juste la participation transgenre dans les sports pour femmes, parce qu'il veut gagner l'élection. Donc, il commence à modifier sa position politique. Ce qui est essentiel en Californie ne va pas fonctionner pour tout le pays. Donc, ouais. OK. J'ai parlé trop longtemps, mais je vous remercie beaucoup. Et,